Juin 1993. Je suis assise à mon vieux bureau en bois, au 15e étage du William James Hall, où je suis doctorante dans le nouveau programme de comportement organisationnel. Je me penche sur l'écran noir et blanc de mon encombrant ordinateur Apple. Une pile de questionnaires utilisés pour mesurer le travail en équipe de 2 hôpitaux du quartier est adossée au coin du bureau. 6 mois auparavant, des centaines d'infirmiers et de docteurs ont rempli ces questionnaires, me donnant un aperçu de la manière dont ils travaillent. J'avais suffisamment analysé les données pour savoir que certaines équipes travaillaient bien mieux que d'autres. L'heure était désormais venue de découvrir le nombre d'erreurs commises. Dans ma main, une disquette contenant les données tant attendues sur les erreurs médicales de chaque équipe que les infirmiers avaient recueillies à la sueur de leur front pendant les 6 mois précédents. Tout ce que j'avais à faire était de réaliser une analyse statistique pour déterminer si les données des questionnaires étaient corrélées avec les erreurs médicales des hôpitaux. Nous sommes à quelques minutes de mon premier grand échec en tant que chercheuse. Peu de temps après, je me suis mise à penser, et pas pour la première fois, que je n'étais peut-être pas faite pour un doctorat. J'avais mes doutes quant à mes études et admirais les gens qui contribuaient au monde sans s'appuyer sur des diplômes prestigieux. Si vous êtes intelligent et habile, me semblait-il, vous devriez être capable de trouver votre voie à vous et d'avoir un impact sur le monde. Mais une décennie après avoir obtenu ma licence, j'ai dû admettre ma défaite. Il est vrai que cette décennie avait été intéressante, et à plus d'un titre même enviable. J'avais travaillé comme ingénieur pour Buckminster Fuller, les inventeurs visionnaires du dôme géodésique. Puis, j'avais basculé de l'ingénierie à la science des organisations après une rencontre fortuite avec le fondateur d'un cabinet de conseil, et m'étais très vite passionnée pour les organisations et leurs échecs. J'ai accompagné certaines des plus vieilles et les plus importantes entreprises du pays, rencontrant par exemple, à la fin des années 1980, des managers du secteur automobile américain, qui voyaient bien l'appétit des consommateurs pour des voitures plus économes en essence et de haute qualité, comme les voitures japonaises qui venaient d'arriver sur le marché, mais qui n'arrivaient pas à restructurer leur gigantesque organisation. Partout où je regardais, je voyais des managers consciencieux qui se plaignaient de l'incapacité de leur organisation à s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs à travers le monde entier. Mon sentiment de défaite provenait de la sensation d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire. Afin d'être plus efficace dans mon nouveau domaine, la science des organisations et le management, je devais retourner à la fac. Peut-être qu'après cela, je pourrais enfin contribuer de manière conséquente à l'objectif que je commençais alors à me fixer: aider les gens et les organisations à apprendre pour qu'ils se développent dans un monde en perpétuel changement.